Bonjour à tous et à toutes. Merci encore pour cette invitation. Je suis Yvon Moisan et aujourd'hui je suis professeur de digital marketing à l'IESEG et je dirige deux masters en digital marketing et en innovation. Et en parallèle, en fait, j'ai mon propre cabinet de conseil et je conseille plutôt les grands groupes dans leur transformation digitale. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'open innovation et globalement comment est-ce qu'elle peut accélérer la transformation digitale. Alors en termes de transformation digitale, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est quand même très très compliqué, c'est très très long. Dans les exemples les plus avancés aux États-Unis, on estime que ça prend 10 ans à un grand groupe de se transformer digitalement. Et l'open innovation vient tout simplement accélérer ce processus de plusieurs manières. La première, c'est tout simplement de faire appel à des acteurs plus agiles, hein, c'est les startups notamment, des compétences qu'on n'a pas forcément en interne dans le cadre de grands groupes, et puis aussi la possibilité de se tromper. Et donc dans ce cadre-là, de faire ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, qui permettent justement de tester avant de mettre en production. Et c'est donc là que l'open innovation intervient. Donc l'open innovation, c'est tout simplement de faire appel à des acteurs externes pour innover et non plus seulement en interne. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on fasse de plus en plus appel à l'open innovation? Je dirais que, en premier lieu, la transformation digitale, le digital va de plus en plus vite, les concepts deviennent de plus en plus obsolètes. Donc on a besoin très très vite d'aller tester, d'aller explorer et de potentiellement en faire des cas d'usage. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible. Alors c'est très compliqué dans les grands groupes. Vous êtes nombreux ici, soit d'être des grands groupes ou travailler avec des grands groupes. Et vraiment, ce qu'on observe, ce phénomène d'accélération peut venir en travaillant avec des gens plus agiles et donc des plus petites structures. Et enfin, dernier point, c'est la R&D tout simplement interne n'est plus suffisante pour adresser toutes ces différentes problématiques. Donc on en arrive à l'open innovation. Alors, Henry Chesbourg est l'un des pères de l'open innovation. Et alors en quoi ça consiste? Eh bien tout simplement à s'ouvrir, et donc on n'est plus dans un processus de cycle en V. Donc c'est peut-être, il y en a encore certains parmi vous qui fonctionnent en cycle en V, c'est-à-dire qu'on lance une idée, un projet, et puis finalement au bout de 6 mois on a une première version, et au bout d'un an parfois le produit sort. Ici, l'idée, c'est d'être en cycle rapide et en cycle ouvert. Et donc, on va aller chercher des partenaires qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Ça s'accompagne de nouvelles méthodologies, la méthode agile notamment. Et dans certaines structures, on arrive à délivrer toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une V1, une V2, une V3, une V4, pour aller de plus en plus vite. Alors, les deux ne sont pas opposés, bien au contraire. On observe un peu 2 phénomènes dans l'open innovation. Je rajouterai un troisième, qui est l'échec. Mais le premier, ça peut être tout simplement de réintégrer l'innovation de l'entreprise. Et donc souvent ça se fait au travers de labs. Donc il y a une bonne idée qui émerge, et puis elle va réintégrer le lab de l'entreprise pour ensuite être lancée en interne. Et donc la troisième option, c'est tout simplement d'en faire une start-up. Et donc là, c'est généralement une entreprise qui a une problématique où elle est du coup adressée en externe. Et finalement, on se rend compte qu'il y a toute une série d'autres entreprises qui ont exactement la même problématique. Donc le marché est suffisant, et donc ça devient une start-up. Et potentiellement, ça devient une nouvelle entité, un nouveau marché potentiel pour l'entreprise initiale. Alors, en termes d'objectifs, justement, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, l'open innovation, justement, ça permet d'accéder à de nouveaux marchés, d'actionner de nouveaux leviers de croissance.
Et puis, ça permet tout simplement d'élargir son champ de compétences, de savoir-faire, de s'ouvrir à de nouvelles méthodologies de travail. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais de plus en plus d'entreprises ont du mal à recruter des profils techniques et donc là, tout simplement de passer par un acteur externe, ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite. Et on en arrive à la conséquence ultime qui est donc ce time to market raccourci. Alors du coup, il y a beaucoup d'intérêts communs entre grandes entreprises et les startups à collaborer ensemble. Tout simplement, les grands groupes vont apprendre des startups, notamment en termes de méthodologie de travail. Et finalement, on va collaborer ensemble, on va apprendre à travailler en méthode agile. On va aussi découvrir tous les outils que les startups vont pouvoir utiliser, hein. Pas plus tard qu'hier, j'étais encore avec une start-up qui expliquait à un grand groupe qu'elle ne faisait pas de réunion. Il n'y en avait qu'une dans la semaine, hein, c'était celle du lundi matin et qui durait 40 minutes. Et sinon, tout se faisait en message WhatsApp. Donc les réunions par défaut d'une heure où finalement on se dit les choses mais ça aurait pu être fait en un message WhatsApp, eh bien ça n'existe pas. Donc ça veut dire que en termes d'outils, en termes de méthodologie de travail, on apprend à utiliser Slack, on apprend à utiliser Trello, ce type de choses. Et on apprend aussi des différentes techniques comme le gros hacking, où on va faire semblant que le produit existe, qu'il a été livré, et tout de suite on va aller pouvoir le bêta-tester sur des Facebook Ads par exemple, pour bien valider que le projet, le produit, le service ou les messages conviennent. Donc ça c'est des choses qu'on va faire, donc on va tester donc la méthode de travail, on va apprendre de manière commune, on va tester très vite des insights au niveau communication, et puis donc on va gagner en agilité, en réactivité. Et côté startup, c'est tout simplement de pouvoir accéder à des clients en masse, aussi des compétences que le grand groupe peut avoir et que la startup n'a pas forcément. Donc au final, c'est du win-win. Alors comment on fait pour mettre en place ce type de réflexion, de manière d'innover? Eh bien, j'ai envie de dire que la première étape, c'est d'identifier ses besoins. Quels sont les problèmes prioritaires que vous avez à résoudre en interne et donc de définir ces différents axes prioritaires. Et ensuite, l'idée, ça va être de vraiment sensibiliser en interne sur ces méthodologies d'open innovation. En fait, dans la tech, je ne sais pas si vous partagerez ma synthèse, mais le problème n'est jamais la tech, mais toujours l'humain. Et la tech, c'est toujours possible, hein, mais c'est souvent une problématique de budget. Par contre, faire changer les gens, les faire adhérer, tout ça prend du temps. On a cette sensibilité au changement qui est pas évident pour certains. Et donc, il va falloir sensibiliser et communiquer énormément, et notamment lorsqu'il y a des victoires rapides, de communiquer là-dessus. Alors du coup, en termes de cas d'usage, ce que je voulais du coup vous présenter, c'est le cas Hussard Academy. Alors le cas Hussard Academy, qu'est-ce que c'est? Alors je vous disais que j'avais deux fonctions, et bien depuis un an j'en ai une troisième, puisque j'ai fait la synthèse en fait de mes deux parcours. Donc comme je vous le disais, je viens du conseil et j'ai aussi une fonction académique. Et en fait, j'ai des plaintes des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai des étudiants d'un côté qui me disent la pédagogie c'est trop théorique, ce qu'on apprend à l'école, et on a besoin de plus de pratique. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui se disent mais moi je ne sais pas ce que vous leur apprenez en 5 ans, parce que quand ils arrivent chez nous, grosso modo, ils ne savent rien faire et il faut qu'on les forme de zéro. Donc évidemment, c'est un problème. Et en parallèle, on a des entreprises qui ont de plus en plus de mal à innover en interne. Donc du coup, l'open innovation est arrivé. Et puis j'ai une expérience personnelle où j'ai eu la chance d'étudier aux États-Unis et à Singapour, et où on mixe en fait les étudiants par défaut.
Donc c'est-à-dire qu'on mixe dans une même classe des gens qui viennent de la business school comme de l'école d'ingénieur. Et évidemment, quand vous avez une idée de start-up ou de solution, eh bien ça permet aux étudiants managers finalement d'aller au-delà du simple PowerPoint, de pouvoir prototyper, bêta-tester et développer. Et puis aux élèves ingénieurs de pouvoir concrètement adresser un business model, un plan de communication. Alors du coup en termes de cas d'usage, est né Hussard Academy. Alors Hussard Academy, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème d'open innovation qui réunit en fait différentes écoles de commerce, de design, d'ingénieurs et de coding et des cabinets de conseil et des acteurs de la tech. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on adresse des problématiques d'entreprise de toute taille, de tout secteur, et on offre deux formats. Et on va s'intégrer directement dans la pédagogie des écoles sous deux formats. Un premier format d'idéation, donc on organise des hackathons, des design sprints, des creative jams, ce type d'événement. Et dès lors qu'il y a une ou plusieurs bonnes idées qui vont émerger, eh bien, on a une deuxième offre de conception de prototypage. Et donc, dans cette phase, on a donc ces étudiants qui sont toujours mixés entre les différents profils. On a des cabinets de conseil qui va coacher les étudiants et donc leur donner de la méthodologie agile, des cours de design thinking, ce genre de choses. Et puis donc nos partenaires, acteurs de la tech, qui vont pouvoir ouvrir leurs solutions et donc les élèves ingénieurs vont pouvoir prototyper concrètement sur les solutions IBM, Microsoft, Oracle ou AWS. Donc aujourd'hui, on a plus d'une centaine de partenaires, donc des écoles comme Polytechnique, Epitech, 42, les mines, l'ESSEC, l'école 42 ou d'autres. Des entreprises de toute taille, de tout secteur, donc ça va de la start-up 71% qui fait de la crème solaire pour surfeurs, ils sont 5, jusqu'à BNP Paribas où ils sont 140 000. Des acteurs aussi institutionnels comme la Commission européenne qui nous a par exemple demandé comment est-ce qu'on pouvait créer plus de licornes en Europe. Il y en a beaucoup en Chine, beaucoup aux États-Unis, pourquoi il y en a moins en Europe. Des cabinets, donc on travaille beaucoup avec Accenture, OnePoint ou d'autres, et puis donc des incubateurs, des acteurs de la tech. Donc pour les étudiants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ils vont acquérir de nouvelles compétences pratiques. Je suis désolé, mais le digital, l'entrepreneuriat, l'innovation, ça ne s'apprend pas sur PowerPoint. En tout cas, je ne suis pas un convaincu de cette méthodologie pédagogique. C'est leur permettre aussi d'avoir un projet global, d'aller jusqu'au MVP, voire la création de start-up. Et puis, à 20 ans, on n'a pas beaucoup de réseaux, on ne connaît pas grand monde, donc ça permet aussi d'être en contact direct avec beaucoup d'acteurs qui peuvent vous recruter. Pour les écoles, c'est une image innovante qu'on leur apporte, une pédagogie qu'elles n'ont pas, puisque la plupart des profs en France ont un PhD, sont des chercheurs plutôt que des professeurs et malheureusement n'ont jamais vu une boîte de leur vie et pourtant vous expliquent finalement comment ça marche. Donc tout ça est un petit peu... voilà, c'est la réalité. Et pour les entreprises, finalement on a deux donneurs d'ordre. On a des directions du digital, de l'innovation, qui est en recherche de cas d'usage. On a souvent des boîtes créées par des ingénieurs qui créent un truc et après se demandent mais au fait à quoi ça sert? Et donc ils nous demandent de trouver des cas d'usage. Donc on a par exemple des boîtes qui ont 4 ans de R&D derrière et qui se disent là tout d'un coup ah oui mais peut-être que voilà il faut peut-être trouver un marché. Donc on a ça. Et puis on a des entreprises qui ont du mal à recruter et donc qui viennent donc chercher de la marque employeur par rapport à leur sujet. Alors, je suis désolé, la vidéo ne fonctionne pas a priori, mais vous pourrez la regarder sur notre chaîne YouTube. Et donc, pour vous donner quelques cas concrets d'usage, on a travaillé par exemple avec Gant, donc qui est une marque de vêtements identique à Lacoste. Ils avaient deux sujets. Le premier, ils ont leur siège en Suède et le siège donne le même type de vêtements que votre magasin, soit à Lille ou à Marseille. Du coup, on avait des ruptures de stock et des surplus de stock. Et donc, on a proposé un algorithme de vente prédictif, donc il leur a beaucoup plu. Et donc, ça a été développé sur Watson, donc avec IBM.
On a eu aussi un sujet autour de la problématique RSE. Il s'avère que Gantt respecte beaucoup l'environnement, mais ils étaient incapables de le justifier, ils avaient peur d'être taxés de greenwashing, et donc on leur a proposé de développer un process de traçabilité via la blockchain. Donc de bout en bout, du champ de coton où il y a peu de pesticides, peu d'eau, jusqu'au transport aérien qui n'est pas utilisé pour transporter les vêtements. Et donc ça a été développé là aussi sur la blockchain d'IBM. Autre exemple, Rome Clément, là on a travaillé avec Microsoft. Il s'avère que Rome Clément a une distillerie en Martinique qui est très belle, un très beau building, un très beau parc, mais malheureusement les machines ne fonctionnent pas. Et donc les touristes laissaient des mauvais commentaires sur les réseaux sociaux. Et donc un groupe d'étudiants a pensé à un projet en réalité virtuelle, donc via le casque HoloLens. L'idée a beaucoup plu, et donc dans un second temps, on l'a prototypé sur HoloLens avec donc les consultants d'Accenture et les experts de Microsoft. Autre exemple concret, on a travaillé avec Crédit Agricole Assurance, donc ils voulaient se positionner sur les smart assistants, mais ne savaient pas sur quels features le faire, et donc là, de la même manière, on a fait des propositions qui leur ont beaucoup plu. Et donc dans cette phase donc de prototypage, là on va plutôt s'intégrer directement dans les programmes de grandes écoles d'ingénieurs. Et donc un exemple concret que je peux vous donner, Pernod Ricard a souhaité se positionner sur les objets connectés. Ils ont créé un lab en interne qu'ils ont fermé au bout de 3 ans, tellement il y avait peu d'idées qui en sortaient. Et donc ils nous ont demandé de réfléchir sur des sujets qui pouvaient être pertinents par rapport aux objets connectés et à l'environnement Pernod Ricard. Et là, un groupe d'étudiantes est parti du principe qu'elles n'allaient plus en festival de musique parce qu'elles y étaient harcelées sexuellement. Donc évidemment, c'est un sujet auquel vous ne pensez pas quand vous êtes ingénieur de 40 ans et que vous travaillez au lab de Pernod Ricard. Donc ils n'y ont tout simplement pas pensé. Et donc cette idée a beaucoup plu. Et donc avec l'aide d'élèves ingénieurs, elles ont lancé un bracelet connecté et une application mobile. Et donc en cas de problème, tout simplement, vous pouvez appuyer sur le bracelet, ça déclenche une alerte qui permet à la sécurité ou aux amis que vous avez perdus de vous géolocaliser et donc d'écarter l'homme qui pose problème. Et donc le marché, malheureusement, étant ce qu'il est, eh bien c'est devenu une start-up. Qui a été ensuite accompagnée par un consultant de Pernod Ricard. Donc voilà pour ce type de problématiques qui peuvent être du coup adressées dans le cadre de l'Open Innovation. Et puis un dernier cas d'usage que je voulais vous présenter, c'est celui de la Banque Transatlantique, qui est une banque privée et qui jusqu'à présent n'avait pas de problème particulier dans le sens où il n'adressait que des clients qui ont plus d'1 million d'euros de patrimoine. Et jusqu'il y a peu, ces gens-là avaient plutôt entre 55 et 75 ans, on va dire. Et donc ils les maîtrisaient bien tant en termes de produits et services que de communication. Or, depuis peu, eh bien, vous avez des créateurs de start-up qui créent des start-up à 20 ans, qui les revendent à 25 ans et qui deviennent millionnaires à 25 ans. Et, ou qui sont youtubeurs ou qui jouent au Paris Saint-Germain. Et donc voilà, tous ces gens-là arrivent chez eux et évidemment ils ne savent ni les adresser ni communiquer avec eux. Donc l'idée est venue de faire un événement. Donc on a travaillé avec Télécom Sud Paris et l'IMT Business School. Donc il y a 50 étudiants, 25 de chaque, qui ont travaillé sur cette problématique. Et donc ils ont eu toute une série d'idées, donc une plateforme de networking notamment pour favoriser les échanges entre les créateurs de start-up et les écosystèmes qui peuvent les accompagner. Il faut savoir aussi que cette génération est très demandeuse de contenu. Donc en fait, ils ne veulent plus gérer leurs finances comme leurs précédents. Ils veulent vraiment maîtriser de bout en bout toute la chaîne financière et donc avoir accès à du contenu pour investir, pour notamment acheter des crypto-monnaies, hein, par exemple. Et donc voilà, ils ont imaginé aussi en termes de communication beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, très peu adressés par la Banque Transatlantique, hein, ils ne sont pas sur Instagram par exemple.
L'idée aussi d'un podcast est venue, donc tous ces outils de communication sont des choses qui ont été plébiscitées, pardon. La création d'un incubateur aussi, donc ça va être en test dans les locaux de la Banque Transatlantique, donc ils vont mettre à disposition des salles donc pour ces jeunes entrepreneurs, justement pour qu'ils puissent faire leur pitch, recevoir leurs partenaires, les premiers clients. Et puis donc toute une série de contenus pédagogiques, donc avec beaucoup de contenus sur les podcasts, sur les réseaux sociaux, donc des choses qui ont été beaucoup plébiscitées. Donc là, vous voyez quelques propositions qui ont été faites sur Instagram, également du contenu sur YouTube et des podcasts. En fait, c'est une génération qui est très inspirée par les réussites, mais aussi les échecs de leurs pairs. Et donc l'idée, enfin, en tout cas ce qu'ils ont proposé, c'est que des entrepreneurs à succès puissent partager leurs bons conseils sur cette chaîne YouTube, sur ce podcast, mais aussi celles et ceux qui n'ont pas réussi, de partager aussi pourquoi eh bien, finalement ils n'avaient pas réussi. Et puis des choses liées au QR code, alors quelque chose qui n'est pas du tout existant à la Banque Transatlantique, donc de pouvoir avoir ce type de contenu, donc au lieu d'avoir de la PLV classique qu'on va retrouver à la Banque Transatlantique, hein, on a l'impression enfin, je ne sais pas si un jour vous aurez l'occasion d'y aller, mais c'est une banque qui j'ai l'impression, elle est figée dans le temps depuis les années 70, c'est assez étrange. Mais donc voilà, c'est des choses un peu plus disruptives comme ça qui ont été proposées. Et puis en temps 2, en fait, la marque va vraiment bénéficier aussi d'un aspect communication. Donc évidemment, pendant l'événement qui dure entre 2 jours, 5 jours, voire plusieurs mois, eh bien, les étudiants relaient sur les réseaux sociaux là où ils en sont, ils prennent beaucoup de photos, ils tweetent, ils postent sur LinkedIn, etc. Donc ça amène tout un buzz positif, donc qui est suivi évidemment en interne mais aussi en externe. Donc ça donne une image très innovante au niveau de la marque. Et après évidemment, hein, dans un deuxième temps, le COMEX qui parfois au début n'est pas forcément hyper convaincu, dans un deuxième temps quand il voit tous les aspects positifs, se battent pour présenter finalement la synthèse en conférence, notamment derrière. Donc c'est ce qu'on a pu faire à de nombreuses reprises avec nos différents partenaires. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter et également donc on a des événements qui sont prévus en mars, en avril, l'année prochaine, en septembre, en octobre aussi. Donc plusieurs événements qui sont prévus. Donc voilà ce que je voulais vous présenter en termes de démarche d'Open Innovation. Donc si vous avez des questions, écoutez, je serai ravi d'y répondre. Ah, vous êtes de quelle vous êtes du côté grandes entreprises. Alors, et vous êtes quelle entreprise? Xerox. Eh bien, en fait, tout simplement, il suffit qu'on discute au cocktail. Ça, ouais, non, en fait, on a des événements là qui sont prévus en septembre prochain. Donc, il nous reste encore des possibilités. On en a encore en octobre. Donc, on a des événements récurrents. Après, il y a des thématiques ou pas. Donc, typiquement en octobre, on va travailler sur la ville de demain. Mais par exemple, en septembre, c'est complètement ouvert, donc on va avoir autant des problématiques industrielles. On a un industriel qui veut devenir la première usine, non pas un impact carbone neutre, mais un impact carbone positif. Donc on a aussi un acteur industriel qui fabrique des tire-laits, donc vous voyez, ça n'a absolument rien à voir, alors que l'autre usine fabrique du contreplaqué. On va aussi avoir un sujet avec la BPI et Business France, dans le sens où en France, malheureusement, pour X raisons, les entrepreneurs ne pensent pas par défaut international quand ils créent leur start-up. C'est seulement 10% des Français qui le font,
alors que par exemple en Écosse, c'est entre 60-70%, mais parce que le marché écossais est celui qu'il est, c'est-à-dire beaucoup plus réduit. Singapour, c'est la même chose, hein. On est même au-delà. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est des problématiques très diverses et variées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Très bien. Bah, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Yvon.